2 jours. On a pensé commencer avec justement une réflexion sur l'effritement du filet social dans notre contexte social et démographique avec Evelyne Couturier. Evelyne qui est à l'IRIS, je vais vous la présenter. Le titre de sa présentation est « La dépossession tranquille ». Donc, Evelyne est chercheure à l'IRIS, qui est l'Institut de recherche d'information socio-économique. C'est un organisme qui est très proche du mouvement syndical. Donc, c'est un institut de recherche sans but lucratif, indépendant, progressif, qui a été fondé en 2000. Donc, Evelyne a fait ses études en sciences politiques, puis elle s'intéresse particulièrement aux questions entourant les retraites, les inégalités de revenus et Hydro-Québec. Ah, ben. En plus d'être sur le comité de rédaction de la revue Relations, vous savez, c'est la revue des Jésuites. Donc, elle collabore régulièrement avec de nombreux médias, notamment participe à chaque mois l'émission « Pas de midi sans info » à la première chaîne. Et en 2013, c'est Evelyne, et je dirais toute seule même, qui a présenté le rapport de l'IRIS en commission parlementaire en réaction au rapport d'Amour. Elle a été très courageuse, je dois le dire. Alors, sans plus tarder, Evelyne. Bonjour et merci d'être là pour ma présentation. En plus d'avoir présenté le rapport, en plus d'avoir présenté le mémoire de l'IRIS à la commission d'Amour, j'ai aussi participé à la rédaction d'une étude assez importante qui a été publiée en mars dernier sur le système de retraite au Québec et au Canada. Et aujourd'hui, la présentation que je vais vous faire, je l'ai divisée en 3 parties. La première va s'intéresser à 3 lieux communs qu'on entend souvent lorsqu'on parle de retraite, mais lorsqu'on parle d'économie en général au Québec et au Canada. Et ensuite, je vais présenter l'histoire du système de retraite, parce que si on veut savoir où on est, il faut savoir pourquoi on est ici. Et je pense que si on parle de dépossession tranquille, la dépossession de son histoire est une dépossession qui est très importante et qui nous empêche de vraiment être en mesure de voir quel genre de solution on peut trouver, considérant pourquoi on a décidé de mettre en place quelque chose comme un système de retraite. Et je vais terminer ma présentation avec un état de la situation actuelle et de voir un peu qu'est-ce qu'on peut envisager dans le futur, quelles sont les dynamiques qui sont en place, qui vont restructurer un peu nos retraites. Donc, les retraites, c'est quand même un sujet qui est d'actualité, c'est un sujet dont on entend parler souvent dans l'espace public et c'est particulièrement à partir de 2008 que c'est redevenu un sujet dont on peut parler, dont on entend parler dans les médias avec la crise économique. Alors que les caisses de retraite étaient jusque-là à peu près bien financées, les pertes qui ont été causées par l'effondrement du système financier ont eu un impact important et ont déstabilisé plusieurs fonds de pension. Aujourd'hui, les politiciens parlent donc de retraite régulièrement, un peu comme une image, une représentation de tout ce qui va mal dans notre système économique. On utilise le système de retraite pour parler de l'augmentation de la dette, de l'État-providence qui ne joue pas son rôle, de l'irresponsabilité individuelle et de la nécessité de ce qu'on appelle l'équité intergénérationnelle. Et dès maintenant, j'aimerais vous dire que lorsqu'on parle d'équité intergénérationnelle, ça me dérange un peu parce qu'on oublie, on évacue toujours du même coup l'équité intragénérationnelle et c'est pas vrai que dans une même génération, toutes les personnes, tous les travailleurs, toutes les travailleuses ont accès aux mêmes privilèges, aux mêmes avantages. Donc, le premier lieu commun que je veux vous présenter, et tous mes lieux communs sont présentés par des caricatures. Donc, la première... Voilà. La première, c'est une caricature du Journal de Montréal qui représente le maire Labaume essayer de se dépêtrer avec la dynamite qu'est les fonds de pension municipaux. Donc, la bombe à retardement que sont les fonds de pension, il ne faudrait pas non plus nier qu'il y a certains problèmes avec certains régimes. Il y a des problèmes de liquidité, il y a des problèmes de financement. Par contre, à entendre les commentateurs qui nous parlent et qui nous répètent à longueur de journée que les régimes de retraite vont faire exploser la société, on a un peu l'impression que les régimes de retraite sont désincarnés, qu'ils ont été imposés de l'extérieur, qu'ils sont une fatalité avec laquelle on vient de se réveiller et qu'on ne sait pas exactement quoi faire.
Mais non seulement les régimes de retraite n'ont pas commencé à exister seulement en 2008. En 2008, il n'y a pas eu des changements majeurs qui ont transformé quelque chose qui allait bien en quelque chose qui allait mal. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'existence même des régimes de retraite sont le fruit de négociations entre les employeurs et les employés. Et les cotisations et les modes de financement font partie de ces négociations-là, font partie des ententes qui ont été mises en place il y a plusieurs années. La situation dans laquelle on est présentement n'est donc pas la responsabilité ni des personnes qui sont à la retraite, ni des employés, mais souvent des employeurs eux-mêmes qui ont pensé à un moment donné que ce serait une bonne idée de d'accorder des régimes de retraite plus généreux à leurs employés plutôt que d'augmenter les salaires. Donc, ils ont fait un, comme on dit, un trade-off. Ils se sont dit mieux vaut payer plus tard que payer maintenant, et dans mes coffres, ça va être mieux. Il faut aussi dire que les retraites n'ont pas toujours été dans un état aussi difficile non plus. Quand les coffres étaient pleins, les employeurs, tant du système public que du système privé, se sont donné des congés de cotisation et ont eu l'impression qu'on était sur une lancée et que le pire qui pourrait arriver, ce serait des petits déficits dont ils pourraient prendre la charge. Il n'y aura pas de problème. Bien entendu, l'histoire a démontré le contraire. Du côté des employés aussi, des avantages ont été approuvés, ont été votés. Il y a eu par rapport à des pré-retraites, par exemple. Mais c'est plusieurs années plus tard, quand l'économie s'est mise à aller mal, à aller moins bien, qu'on s'est rendu compte que finalement, peut-être qu'on aurait dû être plus prévoyant, peut-être qu'on aurait dû faire les choses autrement. Mais faire porter sur les épaules des employés l'ensemble de la responsabilité, c'est beaucoup de mauvaise foi. Mais plus encore, je pense que c'est important de rappeler que ce sont les caisses collectives qui sont les plus efficaces. Et là, je vous montre un... Oh! Bon, il va manquer des graphiques. Donc, oui, mais c'est parce que c'est pas le bon PowerPoint. Donc, il va me manquer des graphiques, mais je vais essayer d'être imagé pour pouvoir vous présenter les choses. Donc, les caisses collectives sont les caisses qui sont les plus efficaces. Si on fait une comparaison sur le taux de rendement des caisses collectives, et là, quand je parle des caisses collectives, je parle à la fois des prestations déterminées et des cotisations déterminées, et qu'on compare le rendement de ces caisses-là avec des régimes individuels, REER, CELI et ce genre de régimes, on voit clairement que les régimes collectifs permettent un rendement qui va être supérieur à l'inflation, alors que les régimes qui sont individuels, à cause des frais de gestion qui sont plus élevés, par exemple, vont être plus difficiles à avoir un bon rendement. Donc, si on regarde, si on compare ces deux types de régimes-là, les régimes collectifs offrent des meilleures performances. Je suis un peu mêlée étant donné que je n'ai pas mes graphiques, mais c'est pas grave. Bon, donc, ça s'explique par les frais de gestion. Ça s'explique aussi par la mutualisation des risques, parce que si on a des régimes collectifs, alors on est capable de répartir l'espérance de vie entre les personnes qui vont mourir plus tôt et les personnes qui vont mourir plus tard, et dans un plus grand nombre de personnes, avec des revenus qui sont variables. Aussi, il y a la diversification des placements. Étant donné que les régimes collectifs font affaire avec plusieurs personnes, eh bien, le risque, il faut essayer de trouver comment le répartir parce que la responsabilité de ces régimes-là est assez importante, de pouvoir assurer des revenus de retraite à un ensemble de personnes. Et si un employeur souhaite offrir à ses employés un régime de retraite qui est efficace, le choix est clair, c'est vers une gestion collective qu'il faut aller. Et si on regarde les rapports d'experts, et quand je parle de rapports d'experts, je parle tant des rapports de l'OCDE que celui du rapport d'Amour, on nous dit que les régimes à prestations déterminées qui, et là je cite le rapport d'Amour, offrent la meilleure protection et cela à meilleur coût. Donc, les experts sont unanimes, c'est par les régimes à prestations déterminées qu'on réussit à avoir les meilleurs régimes de retraite. Donc, si un employeur veut être conséquent avec lui-même et se dire « je pense qu'il est de ma responsabilité d'offrir un régime de retraite », un régime à prestations déterminées devrait être l'option qu'il privilégie. La deuxième caricature que je souhaite présenter est c'est un peu pour imager la question intergénérationnelle. L'idée selon laquelle la génération d'aujourd'hui travaille pour la retraite des autres et sans qu'elle ne puisse elle-même aspirer à avoir une retraite décente lorsque ce sera son tour.
On le répète souvent, avec les changements démographiques, on va bientôt se retrouver avec 2 personnes qui travaillent pour chaque personne à la retraite, comparé il y a 20 ans ou il y a 50 ans, alors qu'on parlait d'un ratio de 10 pour 1 ou de 5 pour 1, ça semble intenable pour le futur. Mais là, plusieurs choses doivent être dites encore une fois. D'abord, ce n'est pas comme si on venait de se rendre compte que les baby boomers allaient partir à la retraite début-fin soixantaine. Et je me rappelle même d'avoir vu des annonces de Liberté 55, donc on voyait bien qu'il y avait des changements qui allaient avoir lieu, qu'il y allait avoir une augmentation du départ à la retraite, et ça ne semblait pas être un problème à ce moment-là. Ensuite, c'est pas non plus la première fois qu'il va y avoir un changement important dans la balance actif-inactif de la société. Quand on parle des inactifs, on parle non seulement des personnes qui sont âgées de plus de 65 ans, mais aussi des jeunes de moins de 18 ans. Quand les baby boomers sont nés massivement, il y a eu un besoin criant pour la société de se restructurer. Il fallait créer des institutions pour gérer cette nouvelle génération qui arrivait. La naissance des enfants, c'est pourtant moins prévisible que la vieillesse de ces enfants-là, de les voir vieillir. C'est un peu plus inévitable. Donc, le graphique que je voulais vous montrer présentait l'augmentation, la variation du nombre d'heures travaillées sur l'ensemble de la population. Donc, on prend toutes les heures travaillées par tout le monde au Québec et ensuite, on divise sur l'ensemble de la population. Et ce qu'on peut voir, c'est que le graphique, on voit une augmentation importante à partir des années 70-80 à cause, entre autres, de l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Donc, aujourd'hui, on travaille plus d'heures par personne, et là, c'est par personne en général, incluant les enfants et les enfants et les personnes plus vieilles. Et cette tendance-là d'augmentation du temps de travail, elle se réduit un peu dans les années 2030, 2020-2030, mais on ne sera jamais à un niveau qui va être plus bas que celui des années 80. Donc, lorsqu'on parle de la grande catastrophe des heures, des gens qui vont travailler, de moins de personnes qui vont travailler, il ne faut pas oublier que ces personnes-là, qui sont moins nombreuses, vont travailler plus. Et il faut aussi se rappeler que lorsqu'on parlait du ratio de 1 pour 10, dans les 10, il y avait beaucoup de femmes qui ne travaillaient pas, qui faisaient partie de la population active à cause de leur âge, mais qui ne travaillaient pas parce que la société était une société qui était bien différente. Une autre chose qui est importante lorsqu'on parle de ce changement démographique-là important, c'est que il y a la productivité qui entre en jeu. Donc, on travaille, non seulement on est plus de travail, il y a moins de personnes actives pour les retraités, mais ces personnes-là travaillent plus. Mais en plus, si on rajoute la productivité, eh bien, on se retrouve dans une situation qui est meilleure que celle qu'on pense. Cet automne, l'IRIS a publié une note sur la productivité, parce qu'on entend souvent que les Québécois sont moins productifs que les voisins et que c'est un grave problème. Nous sommes tous des paresseux. Mais selon notre étude, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des gains de productivité importants dans les dernières années. Cependant, ces gains de productivité ne se sont pas traduits en salaire. Et lorsqu'on calcule la productivité, la composante salaire entre en jeu. Donc, si la productivité, si ce qu'on avait produit et la richesse qu'on a pu produire grâce à notre travail, c'était retransmis dans les salaires, on se retrouverait à avoir une meilleure productivité dans les statistiques et on aurait des meilleurs salaires. Les meilleurs salaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de cotisations, ça veut dire payer plus d'impôts, ça veut dire avoir plus d'argent dans les coffres pour pouvoir s'offrir les services que l'on veut. Voilà. Je vais vous présenter une troisième diapositive qui est maintenant le problème de la dette au Québec. Et c'est une proposition de changer le crucifix par quelque chose de plus, à mon avis, ostentatoire encore, la dette du Québec. Donc, ce compteur qui a été représenté là, c'est le compteur de l'IEDM qui nous présente un compteur en temps réel qui permet de voir les chiffres défiler à toute vitesse, à une vitesse tellement importante que ça donne mal à la tête. Bon, plusieurs choses doivent être dites à ce propos. Premièrement, oui, le chiffre il est gros, le chiffre fait peur, il augmente rapidement et bien entendu, lorsque on y va à la seconde et qu'on parle de millions de dollars, de milliards de dollars, c'est sûr que ça donne quelque chose d'effrayant. Cependant, il ne faut pas
avoir peur d'un chiffre. Et pour mieux comprendre un chiffre, il est important de le mettre en relation avec un autre chiffre, avec autre chose, pour être capable de comprendre un peu quelle est la grosseur réelle de la dette. Alors, généralement, on compare avec le PIB, donc le ratio dette-PIB. Et là, ça devient spécial et ça devient assez intéressant. Donc, comme on m'a présenté, je travaille aussi sur Hydro-Québec. Et l'année dernière, j'ai fait une grande recherche sur l'histoire d'Hydro-Québec et je me suis retrouvée dans les archives des journaux. Et j'ai trouvé des articles qui parlaient de la nationalisation d'Hydro-Québec et comment il fallait éviter de faire ça parce que ça augmenterait la dette. Ça l'augmenterait à plus de 40 % du ratio dette-PIB. Il ne fallait surtout pas aller à 40 %. C'est une autre époque, c'est une autre façon de voir les choses. C'est un seuil psychologique qu'on s'était placé il y a longtemps. Maintenant, le seuil psychologique s'est déplacé. Le FMI avait émis des rapports qui disaient que le nouveau seuil psychologique à ne pas dépasser pour éviter le... Oh! Super! Donc, le nouveau seuil psychologique à ne pas dépasser, c'était celui de 80 %. Si l'État devient endetté à plus de 80 %, alors là, il n'y a plus de croissance économique qui est possible. Finalement, on s'est rendu compte que ces experts-là avaient fait des erreurs dans leur tableau Excel et que leurs conclusions ne tenaient plus. Mais une chose qui est importante de se rappeler, c'est que ces seuils-là sont des seuils d'abord psychologiques et qu'ils varient, leur importance varie pour de vrai à l'intérieur des pays pour des raisons différentes. Alors là, j'ai un graphique qui nous présente le taux d'endettement des pays par rapport au PIB de différents pays. La ligne, la plus grande ligne, la ligne qui va le plus haut, c'est le Japon. Le Japon a un ratio dette-PIB de plus de 200 %. Alors, on est très loin du Japon, mais on parle moins du Japon quand on parle de crise économique ou de danger de l'endettement. Pourquoi on parle moins du Japon? Parce que le Japon la dette du Japon est possédée en grande majorité par les Japonais eux-mêmes. Donc, les intérêts qu'ils paient, ils les paient à eux-mêmes. C'est donc un problème qui est moins important. Si on prend l'Espagne, et là, l'Espagne, il est dans le tapon de ligne qui est en bas. L'Espagne, eux, ont un taux d'endettement le ratio PIB, dette-PIB plutôt, est autour de 70 %. Pourtant, on parle de ce pays comme un pays qui est en danger et qu'il faut surveiller. Donc, lorsqu'on vous donne des chiffres, il faut les comparer avec des comparables et ensuite, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire pour vrai avant de s'inquiéter. Donc, ça, c'était ma première mise en garde sur la dette. La deuxième mise en garde que je veux donner sur la dette, c'est que dans les récentes années, il y a eu un transfert entre l'endettement public et l'endettement privé. Donc, cette graphique nous présente l'endettement, le taux d'endettement des gouvernements et des ménages à partir des années 1990. Dans les années 90, le gouvernement fédéral était plutôt endetté et à peu près à des niveaux comparables des ménages privés. Avec le temps, le gouvernement fédéral s'est délesté de certains de ses engagements et a déplacé le taux d'endettement sur les ménages privés. Et présentement, c'est les ménages qui sont les plus endettés. C'est sur eux qu'on rejette la responsabilité de compenser pour l'endettement public. Mais un État et une personne, c'est très différent. Un État est capable de soutenir une dette, entre autres parce que la croissance du PIB se fait beaucoup plus facilement que la croissance du salaire. Et c'est un peu comme le grand oublié lorsqu'on parle de l'endettement, lorsqu'on parle des déficits publics. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important de garder à l'esprit lorsqu'on parle des retraites et qu'on parle de comment est-ce qu'on doit gérer les problèmes des retraites. Est-ce qu'on devrait aller plus vers l'individu, plus vers l'État, plus vers le public, lorsqu'on sait que ce sont déjà les ménages, ce sont déjà les individus qui sont de plus en plus endettés et de plus en plus au bout de leur corde financière. Maintenant, je vais passer à ma deuxième partie de présentation, qui est un survol historique, donc essayer de voir un peu d'où on vient et où on s'en va. La première partie de l'histoire des retraites commence à peu près à la fin du 19e jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1945. À ce moment-là, les employeurs étaient très rares à offrir des régimes de retraite. C'était à la pièce, c'était individuel et c'était absolument pas garanti. Les employeurs qui offraient des régimes de retraite, pour la plupart, offraient des régimes dans le cas d'un emploi qui était difficile, dangereux. C'était un peu une manière de compenser le fait
de mettre sa vie en danger. Par exemple, dans le travail ferroviaire, dans les trains. Donc oui, vous risquez votre vie à tous les jours en étant mécanicien sur un train, mais si vous survivez, on va vous donner une pension pour pouvoir vivre encore plus longtemps. Ça, c'était une des manières de voir les retraites. L'autre manière de voir les retraites, c'était de pouvoir faire un certain contrôle social sur les personnes qui travaillaient. Donc, vous voulez organiser vos collègues dans un syndicat. Nous, on vous dit plutôt, si vous ne vous organisez pas, je vous donne une pension. Si vous vous organisez, par exemple, je ne peux pas vous garantir, on va l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc, il y avait un contrôle social ainsi qu'une compensation, une espèce d'une tentative de fidélisation des employés. Mais aussi, étant donné que ce n'était pas institutionnel, étant donné que ce n'était pas régulé par des lois et des règles de la même manière que maintenant, c'est aussi possible pour une entreprise d'offrir un régime de pension à ses employés et finalement, 10 ans plus tard, se rendre compte qu'ils avaient oublié de provisionner l'argent et bien, votre régime de pension disparaît du même coup. Mais en même temps, c'était une autre époque et la responsabilité des personnes âgées incombait beaucoup plus à la famille qu'aux employeurs et à l'État à ce moment-là. Après ça, après 1945, il y a eu plusieurs changements. Mais le plus gros changement qui a permis d'avoir une généralisation des régimes de retraite, c'est le nouveau rapport de force entre employeurs et employés. La syndicalisation, oui, mais également une conjoncture entre les intérêts des deux groupes. Du côté des employés, les syndicats décident de mobiliser autour de la question des retraites. Une des visions qui est répandue à cette époque-là, c'est de comparer les travailleurs à des machines. Dans le cas des machines, l'employeur doit non seulement payer pour leur entretien, ce qui équivaudrait à peu près à un salaire pour une personne vivante, mais aussi il doit économiser pour pouvoir remplacer la machine une fois qu'elle sera inopérable. Et c'est là que vient la notion un peu d'avoir un revenu après le travail actif pour pouvoir continuer à vivre. Et l'idée d'avoir un salaire différé, c'est-à-dire au même moment que l'entreprise peut économiser maintenant pour remplacer la machine plus tard, l'employeur peut aussi économiser maintenant pour pouvoir payer un régime de retraite plus tard. Du côté des employeurs, l'idée des retraites devient aussi un peu plus intéressante parce qu'à la sortie de la guerre, s'amorce une période de prospérité. C'est les 30 glorieuses, ça va bien, on a de l'argent. Mais aussi l'État qui commence à voir son rôle d'une manière sociale plus importante, met en place des avantages fiscaux pour essayer d'inciter les employeurs non seulement à offrir des régimes de retraite, mais à offrir des régimes de retraite qui sont pérennes, qui vont durer dans le temps. Mais il y a aussi la composante Fordiste, donc le compromis Fordiste, l'idée que les employeurs veulent offrir des bons salaires à leurs employés pour que les employés peuvent acheter eux-mêmes ce qu'ils produisent ou en tout cas faire rouler l'économie par la consommation. Donc, si on dit que l'économie est basée sur la consommation, il faut que les personnes qui font partie de cette société-là puissent consommer le plus possible, le plus longtemps possible, donc leur donner un revenu à la retraite, c'est s'assurer de faire continuer l'économie. Et bien sûr, je l'ai mentionné tantôt, l'État qui se conçoit de plus en plus dans un rôle social, conçoit qu'il doit permettre à l'ensemble de la population d'avoir la meilleure vie possible. Donc, le taux de couverture continue à augmenter jusque dans les années 80. Mais aussi, les années 80, c'est l'époque du néolibéralisme, donc une idéologie qui met l'accent sur la responsabilité individuelle et sur l'efficacité supposée des règles de marché pour réguler le vivre ensemble. Les REER ont été créés en 1957, principalement pour compenser le fait que les travailleurs autonomes n'avaient pas de régime de retraite d'employeur, ils ne pouvaient pas espérer d'avoir un régime d'employeur. Donc, les REER étaient créés pour ce type de personnes-là. Mais dans les années 80, donc à peu près 20 ans plus tard, on commence à y voir une solution qui serait généralisable pour tout le monde. On se met alors à indexer le plafond fiscal de cotisation. On investit dans des campagnes massives de publicité pour inciter les travailleurs à y cotiser. Cette troisième étape dans l'histoire des retraites est aussi la montée de la financiarisation. Les gestionnaires trouvent alors le maximum de rendement dans des transactions qui sont spéculatives et on cherche à avoir un rendement toujours plus élevé. Cependant, ce genre de décision vient avec ses paradoxes.
Plusieurs syndicats, et je ne pense pas juste au Québec, c'est quelque chose qui est vu à travers au moins l'Amérique du Nord, se mettent à détenir des actions d'entreprise et à vouloir le meilleur rendement possible. Sauf que parfois, avoir le meilleur rendement pour ses retraités à soi ou ses futurs retraités à soi, ça veut dire délocaliser des usines ou investir dans l'économie immatérielle plutôt que de créer de l'emploi ou d'améliorer les conditions de travail de ceux qui sont déjà employés dans ces usines-là. Parfois, même, on pourrait voir que des lock-outs, ça pourrait être profitable. Donc, il y a vraiment un paradoxe entre le désir de rendement et le désir d'avoir une force de travail qui est bien entretenue. Ajoutons à ça que les rendements spectaculaires peuvent très bien précéder des pertes tout autant spectaculaires. Et c'est ce qu'on a vu dans les années 2000, et donc précariser les régimes de retraite du même coup. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Avec la crise économique de 2008, devant le vieillissement de la population et l'affaiblissement des syndicats, on assiste à une remise en question des régimes à prestations déterminées, mais aussi des régimes collectifs en général. Est-ce qu'on a encore les moyens de nos ambitions? Est-ce que c'est un privilège légitime d'avoir des régimes de retraite comme des régimes à prestations déterminées? Mais il y a un travail idéologique de fond qui est en train de s'opérer et qui laisse croire que le pacte qui a permis au Québec et au Canada d'avoir l'un des meilleurs systèmes de retraite au monde est en train de s'effondrer, de s'effriter. Parce qu'on essaye de limiter la part du public à son rôle primaire, c'est-à-dire prévenir l'indigence, et on insiste de moins en moins sur le partage de risques employeur-employé. Les régimes de retraite sont de plus en plus sur les épaules des individus et les RVER, dont je parlerai un peu plus tard, c'est une forme de régime de retraite qui s'inscrit exactement dans cette logique. On entend aussi beaucoup de personnes miser sur l'achat immobilier pour assurer leurs vieux jours, même si la dernière crise économique a été causée, entre autres, par l'effondrement d'une bulle spéculative. Avec la structure qui existe présentement, on va arriver à aujourd'hui, donc l'érosion de nos acquis. Avec la structure qui existe présentement, la majorité des personnes ont un potentiel faible à nul. Donc, le graphique, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais le faible à nul, c'est la partie qui est en bas et qui dépasse le 50 %. Ce qui veut dire que la majeure partie de la population ne peut pas s'attendre à avoir des revenus à la retraite qui vont être similaires aux revenus qu'ils ont lors de leur vie active présentement selon le système actuel et les régimes auxquels ils ont droit. Ça s'explique parce que bien que les programmes universels et obligatoires permettent de garantir un certain niveau de remplacement, le système exige pour la grande majorité de la population d'avoir des régimes complémentaires, d'avoir d'autres revenus pour pouvoir compléter leurs revenus à la retraite. Les régimes d'employeurs à prestations déterminées, c'est l'idéal et permet de recevoir des prestations qui sont prévisibles, régulières, tout en mutualisant le risque de longévité voilà. Par contre, à cause de la situation financière des régimes de retraite et les nouvelles règles comptables, le spectre du vieillissement de la population et la montée de la conception individuelle des retraites, bien, les initiatives individuelles sont plutôt mises de l'avant. Si on nous vend ces solutions, les solutions individuelles pour sauver les retraites, pour augmenter le taux de couverture dans la population, ce que ça risque de faire à moyen terme, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui ont un potentiel faible à nul. Parce qu'avoir accès à un régime de retraite, c'est bien. Avoir un régime de retraite décent, c'est mieux. Pour comprendre la situation et les défis qui s'imposent, on va regarder un peu les composantes du régime de retraite. L'image que j'ai choisie pour représenter, c'est une image qui vient du rapport d'Amour, qui nous présente une maison à 3 étages. Mais nous, à l'IRIS, on considère qu'il y a plutôt 4 étages. Au premier étage, en bas, la fondation, c'est la partie qui est universelle, à laquelle tous les citoyens, toutes les citoyennes ont droit jusqu'à un certain niveau de revenus. C'est payé à travers nos impôts collectifs et cette partie de la maison assure à toutes les personnes arrivées à un certain âge d'avoir le minimum vital pour vivre dignement. Ensuite, au deuxième étage, on retrouve la composante obligatoire, les régimes de rente du Québec, donc qui est partagée par les employeurs et les employés. Ensuite, on arrive à la partie où on est moins en accord avec le rapport d'Amour, la troisième étage, qui est l'étage complémentaire. Nous, on considère qu'il est important de séparer les régimes collectifs et les régimes individuels.
parce que la responsabilité est différente. Donc, selon nous, le troisième étage, c'est la partie où on partage, où on a un régime complémentaire d'employés. Et finalement, la dernière partie, le sommet, les guirlandes sur la toiture, si on veut, ce sont les régimes volontaires et facultatifs qui sont financés individuellement à même notre capacité de payer. Donc, à la fois les REER, les CELI, les RVER, je dirais, arrivent un peu entre les deux. Présentement, la structure que nous avons fait que les régimes complémentaires, qu'ils soient financés collectivement ou individuellement, sont nécessaires pour obtenir un revenu adéquat à la retraite. Devant le peu d'épargne personnelle, qui s'explique, je vous le rappelle, par un taux d'endettement qui est assez important pour les individus, et la volonté de plusieurs entreprises de ne pas offrir des régimes qui permettent la sécurité financière à leurs employés après la vie active de ceux-ci, le gouvernement a essayé de trouver une solution qui coûterait pas trop cher et qui permettrait d'éviter d'avoir des personnes âgées pauvres qui coûteraient cher au système parce qu'il faudrait leur donner des prestations et aussi la pauvreté a des coûts importants en santé, en soutien, en sécurité. Donc, la solution qu'ils ont trouvée, pour rester dans la logique néolibérale, c'est de miser sur les capacités individuelles et les dynamiques de marché, donc les RVER au Québec et les RPAC au Canada. La logique ici change complètement par rapport au pacte social qui avait eu lieu avant, c'est-à-dire une répartition des responsabilités entre les employeurs, les employés et l'État. L'État demeure la source de dernier recours, mais pour le reste, c'est à l'individu de se débrouiller, c'est à l'individu de s'assurer d'avoir les revenus nécessaires à la retraite. La seule responsabilité légale de l'employeur avec les RVER est d'offrir une infrastructure pour aider ses employés à économiser individuellement. Aucun risque donc pour lui. Les risques sont plutôt entièrement sur les épaules de l'employé. Je vous rappelle d'ailleurs le graphique avec les taux de rendement que vous n'avez pas vu, mais qui présentait quand même que les régimes collectifs avaient des meilleurs taux de rendement et que les régimes individuels avaient des taux de rendement beaucoup plus faibles. Les RVER vont entrer dans la catégorie plus faible. Par ailleurs, lorsqu'on parle des frais de gestion, les entreprises financières qui ont le rôle et le mandat de gérer les RVER ont déjà averti le gouvernement qu'ils ne pensaient pas être en mesure de respecter la loi qui limite les frais de gestion, le pourcentage de frais de gestion qu'ils allaient devoir dépasser, que c'était irréaliste d'avoir des frais de gestion aussi bas ou comparables à ce que le RRQ est capable de faire présentement. Mais parlons des RVER et de leur origine. Un des pays qui a mis en place les RVER, c'est la Nouvelle-Zélande. Pour illustrer les problèmes qu'il y a, on va regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande avait la même situation qu'ici. Il y avait pas exactement la même situation, mais il y avait un problème sur le taux de couverture. Il n'y avait pas assez de personnes qui cotisaient dans des régimes complémentaires. Et ceux qui cotisaient ne cotisaient pas de manière assez élevée pour garantir des revenus adéquats. Donc, comme au Canada, comme au Québec, la Nouvelle-Zélande a un programme qui est obligatoire. Les entreprises ont l'obligation d'offrir le Kiwi Saver, à moins d'avoir à l'intérieur de leur propre entreprise un régime qui est comparable ou meilleur. Par contre, là où est-ce que c'est différent, c'est que les employeurs doivent cotiser obligatoirement dans ces régimes-là. Il y a un taux minimum, mais les employeurs et les employés cotisent également dans leur régime de retraite. Pour partir du bon pied, pour aussi inciter les gens à accepter d'avoir le Kiwi Saver, le gouvernement verse un montant de départ dans les nouveaux comptes. Donc, les nouveaux adhérents se retrouvent à avoir le montant de base du gouvernement, puis la cotisation patronale et leur propre cotisation. Sur le plan de la couverture, ça a été un grand succès. La Nouvelle-Zélande est passée de 2 à 51 % de taux de couverture en quelques années. Par contre, sur le taux de remplacement, donc sur l'argent qu'on peut recevoir comparé à l'argent qu'on avait lorsqu'on était au travail, c'est plutôt peut-être un désastre, mais c'est plutôt moins convaincant. 90 % des employeurs cotisent le strict minimum et les revenus, le taux de remplacement est sous la barre des 50 %. Maintenant, si on pense à changer les choses, si les RVER, ce n'est pas la solution, et s'il faut penser à une solution globale, il y a deux choix qui s'offrent à nous. D'un côté, on peut mettre tout à terre et essayer de repenser le système pour trouver une solution qui serait plus adéquate. Et là, je pense par exemple à la solution des Pays-Bas, où les régimes complémentaires sont quasi obligatoires. Toutes les entreprises dans un même secteur sont obligées d'offrir le même
régime de retraite, et à moins d'offrir, encore une fois, un régime complémentaire ou meilleur. Les secteurs sont plutôt nombreux et réussissent à avoir un taux de couverture de plus de 90 %. Donc, plus de 90 % de la population aux Pays-Bas ont un régime complémentaire à prestations déterminées. En plus d'avoir un régime à prestations déterminées, on l'a dit, le taux de couverture, c'est une chose, le taux de remplacement, c'en est une autre, ils réussissent à dépasser un taux de remplacement de 100 % pour une bonne partie de la population. Là, vous vous demandez, mais c'est financé comment? Est-ce que c'est en santé? Eh bien, ils ont des mécanismes de financement et de provision pour essayer de s'assurer d'avoir un bon financement. Et la seule fois qu'ils ont diminué les prestations ou diminué l'indexation, ça a été dans les récentes années à cause de la crise économique. Le financement doit être de plus de 110 % du régime. Les congés de cotisation sont rares, voire inexistantes. C'est un régime qui fonctionne très bien. Mais on s'entend, si on voudrait mettre ça en place, c'est une révolution des retraites à laquelle il faudrait penser. Une autre solution, ce serait de partir de notre base, partir de nos institutions qui fonctionnent. Par exemple, le RRQ, qui déjà est efficace, déjà a un rendement qui est plutôt acceptable et qui a des frais de gestion très bas. Mais parallèlement à tout ça, si on revient un peu à la question des REER et de l'individualisation des retraites, il y a beaucoup d'appels à la littératie financière, de former les gens pour qu'on puisse être capable de gérer soi-même son argent. Bon, on reste dans le concret. Présentement, on s'en va vers des solutions individuelles et on vous dit, un peu comme lorsqu'on va à la SAQ, lorsque vous choisissez votre REER, choisissez votre bonne pastille de goût. Êtes-vous plutôt aventurier? Êtes-vous plutôt sécuritaire? Et ensuite, bien, tout se vaut et bonne chance. On sait que pour le vin, c'est plus compliqué que ça. C'est aussi plus compliqué que ça pour les REER et les marchés financiers. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de donner les outils aux gens pour comprendre le marché financier, pour leur permettre de faire des meilleurs placements? Knowledge is power, et je pense que c'est très bien de vouloir donner aux gens les clés de compréhension. Cependant, il faut faire attention lorsqu'on parle de la financiarisation de l'économie, parce qu'on essaye de nous faire croire en même temps qu'on est tous un germe de financier, qu'on est capable de comprendre la complexité des enjeux, de prendre les meilleures décisions pour soi-même, même si le monde des finances se complexifie beaucoup plus rapidement que le transfert d'informations se fait vers la base. Conséquemment, on devient responsable, oui, des bons coups, mais on devient surtout responsable des mauvais coups et des décisions qu'on a prises parce qu'on n'avait pas nécessairement toute l'information pour pouvoir y aller. On parle de décisions qui sont ultra spécialisées. Pour faire un parallèle avec l'alphabétisme, on pourrait dire que c'est une excellente idée d'apprendre à tout le monde à lire. C'est encore mieux si, une fois que vous savez lire, vous lisez régulièrement, mais ne nous leurrons pas, on ne va pas écrire guerre et paix pour autant. C'est la même chose avec les placements financiers. C'est bien de savoir comment ça fonctionne, mais peut-être qu'on est mieux d'aller voir des experts lorsqu'on veut faire des placements judicieux. Pour conclure, je pense qu'il est important de voir le système comme un système qui est interconnecté, quelque chose qui a été acquis à travers de longues luttes et de longues négociations. Ce système, on a presque l'impression qu'il est naturel, mais qui est en fait un équilibre qui est précaire entre l'État, les employeurs, les travailleurs et les travailleuses, et on a réussi à l'obtenir à force de compromis. Les régimes de retraite ne sont pas tous dans des situations catastrophiques, même s'il devient urgent dans certains cas de revoir les formules de financement ou les avantages qui sont offerts. La plus grande erreur qu'on pourrait faire, et qu'on semble être en danger de faire, ce serait de laisser gagner les analystes et les commentateurs qui voient dans les retraites, et particulièrement dans les retraites des syndiqués, des privilèges d'une époque qui est maintenant révolue. C'est vrai que les syndiqués ont généralement des meilleures conditions de travail et des meilleurs régimes de retraite. Toutefois, comme je l'ai montré, on se retrouve dans une situation où plus de la moitié de la population ne peut même pas espérer atteindre des revenus adéquats à la retraite. L'État s'occupe bien d'éviter l'indigence, mais entre l'indigence et une retraite confortable, il y a un monde, et c'est notre responsabilité collective de tirer l'ensemble de la société vers le haut. Parallèlement, il devient urgent d'entamer une réflexion sur le rôle de la finance, sur la notion de rendement et sur le rôle des fonds de retraite dans la société. Sinon, nous serons en train d'assister à un dépérissement des structures traditionnelles de solidarité au profit d'une dépendance toujours plus abstraite et anonyme à l'hégémonie des marchés financiers. Merci.
Merci beaucoup, Evelyne. Écoutez, on a quand même un peu de temps pour des interventions, des questions de la part de la salle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir sur les propos d'Evelyne, qui étaient fort intéressants d'ailleurs. Alors, peut-être j'attends un peu, une fois, deux fois. Ah, bon. Claire Bouchard, syndicat des employés de soutien 1294. Merci pour votre présentation, malgré l'absence de graphique au début. Ceci dit, j'aimerais vous parler un petit peu des Pays-Bas. Vous avez passé très, très vite. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était comme nous avant, puis là, l'État a dit, bien, on va... Parce que vous avez dit, bon, d'un côté, 90% des gens participent à ça. Il y a un taux de remplacement de 100%, alors qu'on s'entend à la retraite d'avoir un taux de remplacement d'à peu près 70% du salaire. Puis là, c'est correct. Alors, je me demande, c'est quoi leur recette magique, là? Merci. Donc, pour la question des Pays-Bas, ça fait quand même plusieurs années, ça fait je pense, le programme, la structure existe depuis les années 70, si je ne me trompe pas, et c'est une structure qui est comparable à celle du Canada et du Québec, c'est-à-dire une composante qui est universelle pour l'ensemble de la population, et la composante universelle garantit un pourcentage qui est très élevé des revenus, contrairement au Canada et au Québec, qui, plus on gagne de l'argent, plus cette composante-là devient marginale. Pour ce qui est des Pays-Bas, c'est une composante qui est très forte. Ensuite vient les régimes qui sont complémentaires, quasi obligatoires. Et là, à cause de la structure et du financement, ça permet vraiment d'avoir un système qui est très fort. Et vient ensuite les épargnes personnelles individuelles. Donc, c'est ces trois composantes-là et une composante publique qui est très forte, une composante complémentaire qui est également très forte, qui permet d'avoir un dépassement de 100%. Maintenant, le dépassement de 100% n'est pas pour l'ensemble de la population et varie dépendamment, bien entendu, du niveau de revenu. Le remplacement de 100% aussi, il faut le voir sur la base de la carrière et non pas sur la base des dernières années ou les meilleures années. OK. Si je comprends bien, c'est comme si aux Pays-Bas, il y avait comme un régime des rentes du Québec, là, qui nous suit de 18 ans jusqu'à notre retraite, quel que soit notre travail. C'est un petit peu ça que vous dites. Pas exactement. Dans les régimes qui sont quasi obligatoires, c'est sectoriel. Donc, chaque secteur, mettons que vous travaillez dans le domaine de pétrochimie, je ne sais pas. Bon, alors, donc, il y a un régime sectoriel pour la pétrochimie. Si vous changez d'emploi dans une autre entreprise de pétrochimie, le régime vous suit parce que c'est dans le même régime. Par contre, si vous changez complètement d'industrie, mais là, si vous changez d'entreprise, un peu comme la même chose qui est au Québec, au Canada. Est-ce qu'on peut transférer? Ça dépend des régimes. La plupart des régimes sont transférables, mais ils ne le sont pas tous. D'accord, je vous remercie. Il y a d'autres interventions? Alors, Evelyne... Ici. Oups, je le vois pas. À votre gauche. OK, parfait. Micro 3. Oui, André Fleury, regroupement des syndicalistes à la retraite. Bravo pour les deux présentations, Marie-Josée et Evelyne. Ce qu'on se rend compte avec ces présentations-là, il semble qu'aujourd'hui, on va dire les vraies affaires. Alors, bravo. Je vais continuer dans ce sens-là. Puis, je vais faire même un petit peu de millage sur un élément que vous avez soulevé, les différentes strates d'individus qu'il y a dans la société en raison de l'âge, les différentes traces, les strates, les jeunes, les vieux, puis tout ça. Je vais faire un discours qui va peut-être sortir un peu de la voie établie couramment. Si on regarde... On est habitué, André. On est habitué. Si on regarde le strate des jeunes, des très jeunes, des enfants, y a-t-il un groupe plus parasite puis plus profiteur de la société que ces jeunes-là, condom? Ils ne font que consommer. Dès leur naissance, ils coûtent des frais en santé. Après ça, c'est en éducation, des allocations familiales. Ils ne travaillent pas. Ils ne payent pas d'impôts fonciers, d'impôts scolaires, d'impôts sur le revenu. Ils ne consomment pas, ils ne payent pas de TPS, TVQ. Puis on est inquiet quand le taux de natalité est bas. Moi, je ne comprends rien. Et si on compare avec les plus... Là, vous avez compris, je suis au 2e degré, j'espère. Hein? Alors, si on compare avec les 65 ans et plus, ces gens-là travaillent de plus en plus tard.
Ces gens-là payent des impôts sur tous les revenus. Ils sont rares, ceux qui ont des choses cachées dans les paradis fiscaux chez les aînés. Ils sont assez rares. Ils payent des impôts, des taxes foncières, des taxes scolaires. Puis en plus de ça, ils produisent des milliers d'heures en bénévolat. Puis finalement, on les présente comme des vrais parasites. C'est quoi la différence? Les jeunes ont dit que c'est de l'avenir. Les vieux, c'est le passé. Ils ont produit, ils ont fait leur part, puis tout ça, c'est vrai. Mais en plus de ça, c'est que les plus âgés continuent à être actifs et continuent à apporter une contribution. Je pense qu'on se met ça bien dans la tête. Ça va permettre de démystifier un peu la ballonne qu'on essaie de gonfler pour nous monter uns contre les autres, les uns contre les autres. Bien, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vous venez de dire et je pense que ça fait partie d'un peu cette dépossession historique qu'on fait de nier la part ou de réduire la part des personnes âgées à la société. Il y a le facteur du bénévolat, oui, et le bénévolat est quand même une part importante de l'activité économique aussi. Est-ce que les grands-parents qui gardent les enfants, s'ils n'avaient pas le temps de garder les enfants ou s'ils n'avaient pas l'énergie de garder les enfants, quel genre de société on aurait? Mais aussi, une partie qui est importante à rappeler, c'est que traditionnellement, les personnes âgées sont moins endettées que le reste de la population parce qu'ils sont supposés avoir payé leurs dettes et d'avoir payé leur maison. Et bon, ils réussissent à avoir une vie moins endettée. Les choses sont en train de changer maintenant. Mais dans le temps où on avait des personnes âgées moins endettées, qu'il y avait une sécurité financière qui était importante. Les personnes âgées non seulement servaient de soutien au bénévolat, etc., mais servaient aussi de soutien financier pour leur famille. Donc, beaucoup de grands-parents ont investi dans la première maison de leurs enfants, dans l'éducation des enfants, etc. Il ne faut pas non plus oublier la part financière qu'apportent ces personnes-là et qu'avec la transition qu'on est en train d'avoir dans une société de plus en plus endettée et une société où les personnes âgées doivent travailler dans des emplois à salaire minimum, bien, on est en train de perdre cette capacité-là aussi des générations plus jeunes de pouvoir s'émanciper et avoir accès à certaines choses qui coûtent cher et pourtant qui sont essentielles dans notre société. Micro 1. Bonjour, Evelyne. Éric Pinsonneau du CFP 3624. Juste une petite question par rapport à ton graphique qu'on voyait tantôt par rapport à la RRQ, le supplément de garantie, plus en tout cas, ça donnait à peu près 30 000, là, qui était 60 % d'un salaire régulier de 50 000. Il y avait, entre parenthèses, valeur actualisée, 400 000. Est-ce que ça représentait toute le 30 000 de revenus à la retraite ou c'était la partie du revenu du régime complémentaire qu'il fallait ramasser? C'est pas moi qui ai fait le graphique, c'est un graphique qui a été tiré du rapport d'Amour, mais spontanément, je dirais que c'est le régime complémentaire individuel ou collectif qui serait le 400 000 $. OK, donc environ le 15 000 qu'il faut aller chercher de plus et c'est 400 000 qu'il faut s'amasser, si je comprends bien. Exactement. OK, merci. Ce serait le fun qu'on le fasse tout ensemble. Il y a une collecte de prévue à la fin de la journée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je pense que les micros sont vides. Alors, écoute, merci beaucoup, Evelyne, pour cette présentation qui met la table. Je vais tasser le cadeau. En fait, qui met la table pour le reste des 2 prochains jours. On oublie trop souvent de se référer à notre histoire en matière de filet social. Puis on a un petit cadeau qui est un produit québécois d'un artisan d'ici. Alors, merci beaucoup. Alors,